Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 4 février 2025, il est un peu plus de 10h30. Alors, je vais essayer d'inaugurer un peu une nouvelle façon de structurer mes vidéos. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que ça c'est pas plus mal en fait, plutôt que d'indexer les vidéos et de mettre plein de choses dedans, et puis de se retrouver avec des vidéos déjà qui sont longues et puis qui contiennent beaucoup de choses. Je me suis dit que ça serait peut-être pas plus mal de faire des vidéos plus courtes, mais avec des sujets bien précis. Et en l'occurrence, je sais pas si vous avez remarqué, mais en général, lorsque je fais un market review, il y a souvent trois sujets. Il y a déjà la revue de marché en tant que telle. Je fais souvent un point sur le copy trading, et puis j'aborde parfois des sujets un peu plus fondamentaux, comme des modèles de trading, des setups, etc. Et je pense que ça sera pas plus mal, à mon avis, et ça sera plus simple aussi à organiser pour moi, de faire des vidéos distinctes pour ces trois sujets-là. Donc la vidéo que vous êtes en train de regarder, celle-ci en l'occurrence, ça va vraiment être une revue de marché. Je vais essayer de faire pas très long, et puis on se retrouvera dans d'autres vidéos. Donc évidemment, si vous voulez pouvoir les regarder et être informé de leur parution, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Mais bon, tout ça, vous savez exactement comment ça marche. Alors, à vrai dire, cette revue de marché, ce market review, je comptais le faire plus tôt. En fait, je comptais le faire hier. Et d'ailleurs, j'en avais parlé ce week-end sur le Discord du Trône, où on était en pleine bérésina, en plein dump. Là, les marchés étaient en train de complètement dévisser. Les marchés crypto, évidemment, parce que les marchés traditionnels ne sont pas ouverts le dimanche. Et je sais pas, j'ai eu un peu comme une intuition, et surtout, ça fait écho un peu au dernier market review que j'ai publié, celui que j'ai dû publier la semaine dernière, où je vous montrais l'action du prix sur le dollar. Alors, on va le reprendre, et je vais me mettre en daily. Voilà, donc les contrats à terme, les contrats futurs sur le DXY, où j'expliquais, vous pourrez la revoir si jamais vous l'avez pas vu, qu'on était évidemment sur une nouvelle année, on est à présent en 2025, et que l'année dernière, suite au premier trimestre 2024, j'avais commencé à élaborer un scénario qui s'était plutôt réalisé pas comme je l'espérais, ni comme je le pensais, mais comme j'en avais fait l'hypothèse. Sachant que ce sont des séquences, ces fameux quarterly shifts, ce sont des séquences qu'on retrouve quand même très souvent. Donc, et statistiquement, on a plus de chances d'avoir des séquences soit en XAMD ou en AMDX. Et donc, j'avais indiqué que ce premier trimestre-là était, à mon avis, un round d'observation, on va dire. C'est souvent, en tout cas en ce qui me concerne, c'est ce premier trimestre. Alors c'est long un trimestre, je sais bien, mais bon, il faut bien avoir des repères. Et là, en l'occurrence, c'est quand même des repères qui peuvent nous engager sur l'année qui suit, en fait. Donc c'est quand même important d'avoir comme ça un cap, des repères de navigation, on va dire. Et en l'occurrence, j'avais indiqué que je ne serais pas du tout étonné ici qu'on consolide un petit peu. Peut-être jusqu'à la fin du mois de mars, en fait, c'est-à-dire jusqu'à la fin du premier trimestre 2025, ce qui nous permettrait ici d'engager une première séquence, d'identifier une première séquence qui serait une séquence en A. Auquel cas, on pourrait extrapoler le reste de l'année sur donc une séquence ensuite de manipulation qui pourrait nous emmener, ça c'est mon biais privilégié, au retest de cet order block weekly sur le dollar. Donc ça serait cette séquence de manipulation ici, et ensuite des distributions. Donc A, M, D, et puis après le X, on verra bien, chaque chose en son temps. Mais surtout, alors ça c'est une première chose, la deuxième chose c'est que, ce dont j'ai parlé dans le dernier market review, c'est que tout ce dernier trimestre ici, là, donc de septembre à fin décembre 2024, a également été marqué par un phénomène assez particulier qui est une corrélation positive entre le dollar et les risk-on. On voit bien si on prend cette période-là précise, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2024, si je vais sur le Nasdaq, là voilà, on a eu une corrélation positive, c'est-à-dire que on a coutume de dire que lorsque le dollar augmente, les risques ont tendance à diminuer, et là en l'occurrence on voit qu'on a eu une hausse qui est une hausse certes contenue, mais ça reste quand même une hausse. On a eu également une hausse sur le SP500, on le voit ici, d'octobre à fin décembre, et si je prends bien évidemment le Bitcoin, voilà, le 1er octobre il est là, et voilà le 31 décembre qui est ici. Bon, on a eu un mouvement très impulsif. Donc, on peut bien ici qualifier cet épisode de corrélation positive. Donc, Michael Dustin, lui, a un petit peu théorisé tout ça, et donc il parle de hausse en corrélation, de crack en corrélation, et lorsque on a une corrélation positive à la hausse, elle est souvent contenue, et ce qui a été en l'occurrence le cas ici sur le Nasdaq.
Alors maintenant, si on se focalise sur ce début d'année, donc premier trimestre Q1 2025, voilà ce qu'on observe ici. Sur le Nasdaq, on voit bien, là ici un épisode de consolidation, certains parleront d'accumulation. Qu'est-ce qu'on peut observer sur Bitcoin? La même chose. Pour l'instant, on est sur un épisode même de compression, hein. Si je prends le SP500, ça va être la même chose. Et si je prends le dollar, également. C'est bien pour ça que je parlais dans mon dernier market review de la probabilité ici d'un round un peu d'observation sur ce premier trimestre. Et je pense qu'à l'issue de cette séquence ici, on pourrait, c'est ce que je vais observer attentivement, on pourrait retrouver une corrélation négative entre le dollar et les risk-on. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on sort ici, là on va dire c'est les 2 derniers trimestres de 2024, d'une période préélectorale, et en l'occurrence sur la première puissance économique mondiale, hein, c'est les États-Unis, c'est quand même pas rien, et que toute cette phase ici est une sorte d'une façon un peu de pricer un épisode dont on sait qu'il est la plupart du temps haussier, c'est-à-dire les élections américaines. Raison pour laquelle on a pu observer à la fois un gros engagement sur le dollar et un gros engagement sur les risk-on. Je pense que maintenant, il va falloir faire face un peu à la réalité des marchés. Et la réalité des marchés, c'était que ces élections ont généré beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Hein, lorsque des parents attendent un enfant, on parle de l'enfant de l'oreiller. L'enfant de l'oreiller, c'est un peu l'enfant que les parents fantasment un petit peu le soir lorsqu'ils imaginent comment sera leur enfant une fois qu'il sera au monde. Bah là, c'est un petit peu pareil. En fait, là, on était un petit peu sur la spéculation d'un marché tel que les intervenants aimeraient qu'il soit. En l'occurrence, avec l'arrivée de Trump, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites, hein, notamment pendant la campagne, qui, on l'a bien vu, hein, notamment dans l'écosystème crypto, mais pas que, hein, dans tout l'écosystème des affaires, ont généré beaucoup d'attentes. Et là maintenant, on se retrouve un peu dans l'épreuve de réalité. Et cette épreuve de réalité, à mon avis, je pense qu'elle va être compliquée à traverser parce que c'est notamment lié à la personnalité de Trump, qui est quand même un personnage qui est très imprévisible, qui est capable de faire des annonces un peu comme ça à travers un tweet sous le coup d'événements ou de l'émotion. Et s'il y a bien une chose que les marchés n'aiment pas, c'est l'incertitude et le sentiment que certains contextes peuvent changer du jour au lendemain. Un exemple très récent, Trump qui annonce les frais de douane pour les importations venant du Mexique de 10%, et puis il s'entretient avec la présidente mexicaine, et dans la foulée, il dit j'ai discuté avec elle, elle est très sympa, ça s'est bien passé, bon en fait on va reporter, pour l'instant on gèle ces frais de douane. Voilà le contexte dans lequel la première puissance économique mondiale positionne l'avenir des marchés, parce qu'évidemment les frais douaniers c'est quelque chose qui a un impact énorme sur l'économie, notamment, pas que, mais sur l'inflation, sur les taux d'intérêt, etc. Donc là je pense que à travers ce genre de mouvement qu'on a pu observer, comme celui-ci par exemple, hein, avec ce gap énorme ici là à l'ouverture de Wall Street dimanche soir, c'est quelque chose qui traduit bien l'émotivité des marchés et sa réaction face à la possibilité d'imprévu. Et ça, les marchés détestent ça. Raison pour laquelle je pense que ce trimestre-là va consister en une confrontation entre les attentes qui ont été suscitées par l'arrivée de ce nouveau président notamment, hein, et la confrontation avec la réalité et avec ce qui va se passer réellement dans les semaines, les mois, même les années à venir en fait, parce que là on s'engage quand même sur 4 ans, hein, au minimum. Donc voilà concrètement comment ça se traduit sur le marché des valeurs technologiques notamment. Là je suis en 1 heure, mais si je me mets en 4 heures, voilà ce qu'on observe. Un environnement que ICT qualifie de seek and destroy, c'est-à-dire en gros des mouvements assez erratiques, difficiles à lire, hein. C'est pas un environnement qui est simple à manœuvrer, hein, et qui traduit, à mon avis, la difficulté des intervenants à se positionner dans ce type d'environnement qui est en train de se construire. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans une valeur qui est quand même très symbolique et qui est un bon marqueur de l'incertitude des marchés. C'est le gold, c'est l'or qu'on va retrouver, voilà, ici. C'est souvent dans des moments d'incertitude que l'or a tendance à s'apprécier parce que c'est une valeur refuge, tout
simplement. Et si l'or est une valeur refuge, il y a une catégorie d'assets qui n'en est pas encore, même si on voudrait qu'elle le devienne, c'est la catégorie des cryptos, et notamment le Bitcoin, qui pour l'instant ne remplit pas ce rôle, hein, même si on parle d'or numérique, ben, pour l'instant c'est pas encore le cas, ça le deviendra peut-être dans les années qui viennent, mais pour l'instant c'est absolument pas le cas. Et on retrouve également cet environnement ici, Seek and Destroy, où chaque mouvement impulsif vient sortir tous ceux qui se sont positionnés. On le voit bien ici, là on vient prendre des stops, ici on vient en prendre d'autres, et puis le marché réagit de façon à la fois très impulsive et également très imprévisible. Donc même si je reste haussier en admettant que le dollar suive la dynamique que j'ai exposée en début de vidéo, je pense que là, le trimestre en cours et peut-être même celui qui vient vont être assez compliqués à manœuvrer en fait, hein, pour tous ceux qui sont engagés sur cet écosystème crypto. Et on voit bien à quel point ça génère une sorte d'ascenseur émotionnel, comme ici, où là, on a eu quand même une baisse d'abord de presque 15%, puis, suite à cette baisse, un influx haussier de 13%, et à nouveau, Bitcoin qui s'engage sur une jambe baissière, qui pour l'instant est contenue, mais ça reste quand même presque 5%. Et ce genre de dynamique, ça peut avoir un effet dévastateur, un peu comme un lapin devant les phares d'une voiture, hein, c'est-à-dire que ça a tendance à prostrer les intervenants qui perdent la confiance. Et s'il y a bien une chose que le marché aime avoir, c'est une vision d'avenir, des repères et de la confiance. Et là, on voit bien qu'actuellement, on est dans un contexte où on n'a rien de tout ça. Donc, bon, la confiance, c'est une émotion, mais qui peut s'étioler très rapidement. Et je suis curieux de voir ce que le prix va développer là dans les jours et les semaines à venir et quelles conséquences ça va avoir sur tout cet écosystème. Alors dans ce contexte-là, évidemment, moi je parle même pas des altcoins qui là sont un petit peu la dernière roue du carrosse de tout cet écosystème crypto. Déjà regardez ce que fait Bitcoin, qui pour l'instant de toute façon en termes de dominance est sur des plus hauts. Hein, donc voilà où on est, faut quand même pas oublier. Hein. On est quand même, on est venu taper presque les 65% de dominance et on est revenu sur les niveaux de début 2021. Donc il est évident que là c'est pas un contexte qui est très confortable en fait, hein, pour savoir est-ce qu'on doit se positionner ou pas, est-ce qu'on doit placer des ordres sur certains niveaux en attendant qu'ils soient remplis, est-ce que on est bien ici sur un bottom, est-ce que ça va aller plus bas, est-ce qu'on va aller sur un nouvel ATH. Tout ça fait quand même beaucoup d'incertitudes, même si les cycles précédents jouent plutôt en la faveur d'un flux haussier, hein. En tout cas les précédents halving, on voit bien comment ça s'est passé, mais il y en a eu que 4, donc faire des statistiques sur 4 occurrences, ça n'a aucune valeur. Ça reste extrêmement compliqué de se positionner dans cet environnement-là. Donc c'est vrai que moi, mon parti pris, ça va être plutôt déjà de faire marcher quelques convictions, mais on ne peut parler que de convictions, on va même pas parler d'analyse, ce sont des convictions sur le rôle que peut prétendument jouer Bitcoin pour les années à venir. Voilà, donc ça reste un postulat, ça reste une hypothèse, mais ça n'a rien de fondamentalement cartésien en fait, hein, comme façon de voir les choses. Après, en tant que trader, en tant qu'investisseur, moi mon objectif, ça va être malgré tout d'essayer de m'adapter à cet environnement-là pour en dégager des profits. Et en dégager des profits, ça veut dire identifier des modèles, travailler, développer des modèles de trading qui vont jouer les statistiques en notre faveur. Et bon, pour ça, je vous renvoie vers tous les modèles que j'ai pu partager dans le salon VIP, qui vont pour la plupart consister à déjà identifier des zones de travail. Et ces zones de travail, on va pouvoir les identifier dans différents contextes temporels. Donc ça peut être daily. On voit ici un range de travail qui est bien matérialisé ici. Alors, on voit que c'est assez clair. Donc là, ça sera plus pour ceux qui feront du swing trading. Mais après, on va pouvoir rentrer un petit peu en 1 heure. On en voit un autre ici qui se détermine. On voit qu'on a un range ici, qu'on est à peu près au milieu de ce range. Et puis après, on va également pouvoir travailler notamment sur les sessions. Et là, on est plus dans un registre de day trading qui va consister à identifier les bornes de session, les plus hauts et les plus bas, avec par exemple le postulat que le marché en règle générale, ne fait pas de cadeaux, et de ceux qui se positionnent acheteurs ou vendeurs sur une des bornes de session, comme on peut le voir ici, il est rare que le marché en fasse cadeau. Donc, il a plutôt tendance à sortir l'un et l'autre. Donc ça, évidemment, c'est pas quelque chose qui se développe comme ça du jour au lendemain. Ça demande du temps, développer
trouver sa façon de trader, son modèle de trading ou ses modèles de trading, c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande du développement, qui demande du backtesting. Le profil de day trader, par exemple, ne convient pas forcément à tout le monde parce que c'est quelque chose qui demande du temps et de la disponibilité à certains moments précis de la journée. Auquel cas, pour certains, des modèles plus de l'ordre du swing trading va plus convenir, où là, on peut engager une position qui peut durer quelques jours, pourquoi pas quelques semaines. Ça peut tout à fait s'envisager. Et pour d'autres, c'est plus le profil d'investisseur en fait qui va convenir. Donc c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais notamment sur des classes d'actifs comme le Bitcoin par exemple, des modèles de DCA assez basiques en fait fonctionnent assez bien. Hein. On voit bien là, c'est les statistiques qui parlent en cette faveur. Hein. C'est-à-dire que en gros, vous investissez tous les mois ou toutes les semaines une certaine somme, quel que soit le prix du Bitcoin, et puis ça vous permet de moyenner un prix qui jusqu'à présent s'est trouvé plutôt intéressant. Donc vous verrez en description, j'ai un Linktree dessus, vous tomberez sur quelques outils qui vous permettent d'automatiser le DCA, comme StackingSat par exemple. Donc ça, ce sont des liens d'affiliation, hein, mais ça vous permet aussi d'avoir des, je ne sais plus quels avantages exactement, en tout cas ça vous en donne. Et il y a un outil que j'aime bien aussi, c'est Bitstack. Alors ça c'est plutôt cool parce que vous reliez ça en gros à votre compte en banque. Et à chaque fois que vous faites une dépense, de carte bleue notamment, cet outil Bitstack va arrondir vos achats. Si par exemple vous achetez quelque chose qui coûte 90 €, eh ben, il va arrondir à 100 €. Et c'est vous qui déterminez comment il arrondit évidemment. Hein. Ça peut être à l'euro, aux 10 € près, ou ce que vous voulez. Et tout ça, ça va être investi dans du Bitcoin. Et après, c'est transféré sur le wallet de votre choix. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent se lancer un peu dans le DCA mais qui savent pas trop comment s'y prendre. C'est presque un dollar on va dire, parce que vous en rendez même pas compte. À chaque fois vous faites une dépense, même une petite dépense, même de quelques euros, la somme elle est arrondie et tout ce qui est arrondi c'est investi dans du Bitcoin. Mais en tout cas, pour ce qui est de revenir à la question du day trading, voire même du scalping en fait, hein, c'est quand même la partie la plus complexe et la plus dangereuse du trading. Alors je sais bien qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui vous indiquent que voilà, vous attendez le tag d'un niveau, vous attendez un break de structure et puis vous prenez vos profits sur le niveau opposé. Là je pense que, en tout cas pour l'instant, vu l'environnement dans lequel on est, dans ce paysage de consolidation, moi je vous encourage, alors ça veut pas dire ne pas essayer de viser effectivement ces bornes, mais de prendre des profits sur toutes les inefficiences que vous rencontrez en chemin. Parce que par exemple, là on a un très bel exemple ici, hein. Vous voyez que là, on a le plus haut du 1er février. Là, ça c'est le plus haut de la bougie daily du 1er février. On a eu donc le week-end du 1er février, le 1er et le 2, on a eu un dump massif, on a perdu 15%. Et ici, on se retrouve avec un modèle que vous reconnaissez peut-être, qui est le modèle 2022, avec ici un break de structure, un displacement. Donc là, effectivement, on avait une entrée qui était plutôt propre sur ce niveau-là. Et que vont venir viser ceux qui s'engagent ici, ça va être les plus hauts des jours précédents. En l'occurrence, ici, il a bien été pris. Et ici, cette mèche s'est arrêtée quelques ticks sous le plus haut du samedi 1er février. Et après, le prix a rebroussé chemin. Alors, il va peut-être y aller, il va même probablement y aller, mais par où il va passer avant d'y aller? Alors que si vous aviez pris des profits régulièrement, ce trade, il serait déjà neutralisé et vous n'auriez aucun stress à voir le prix rebrousser chemin, sachant que vous aviez déjà pris des profits sur tous les niveaux intermédiaires que vous pouvez rencontrer. Donc ça, c'est un peu sur la partie discrétionnaire, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui intervenez, c'est vous qui prenez la décision, qui envoyez les trades, qui prenez les profits, qui les programmez, etc. L'autre partie que moi j'apprécie beaucoup, c'est la partie automatisée. Et là, ce sont des algorithmes. J'en ai partagé quelques-uns dans le salon VIP, vous pouvez les retrouver. Et puis évidemment, vous avez la question du copy trading, notamment les botlim qui, eux, sont redoutables et sont très efficaces. Mais ça, c'est une question, je l'aborderai dans une autre vidéo. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, j'ai un peu divagué sur pas mal de questions qui sont plus fondamentales, mais essayer de comprendre en tout cas l'environnement dans lequel on est, dans lequel on évolue, c'est essentiel. Et c'est notamment ce qui vous permettra probablement de pas cramer votre compte à tenter des choses qui ne sont pas adaptées à l'environnement dans lequel vous évoluez.